Yorana Tato, bonjour à toutes et à tous. Merci à tous d'être venus. Il y a des visages familiers et d'autres un peu moins. Merci à tous d'être là pour venir partager cette rencontre autour de la pêche récifo-lagonaire. Et en fait, je vais commencer par vous dire que c'est avec beaucoup d'émotion que je me trouve là ce soir. D'abord, beaucoup de joie de pouvoir partager avec vous ma passion pour l'océan et sa gestion, et notamment toute ma passion pour cette pêche lagonaire que très peu connaissent et très peu s'y intéressent. Ensuite, un peu de peur, parce que prendre la parole en public comme ça devant des gens aussi diversifiés, c'est pas facile, et d'autant plus de partager au final ce qu'on connaît assez bien et ce qui nous passionne à des gens pour qui c'est pas forcément des évidences ou c'est pas forcément, ça paraît un peu lointain. Je me rappelle encore d'un de mes profs de physique qui essayait de m'expliquer des choses au collège que je comprenais absolument pas et qui me disait mais pourtant c'est évident Marguerite, tu comprends pas? Mais sauf qu'on n'a pas tous les mêmes évidences, on n'a pas tous les mêmes expériences et ça il faut le prendre en compte aussi quand on communique les uns avec les autres. Et aussi une pointe de tristesse. Parce que si je suis ici devant vous toute seule, tout ce que je vais vous présenter, au final, c'est pas que moi qui le fais, c'est pas que moi qui travaille à avoir tous ces résultats. Derrière chacun des résultats, chacune des données, il y a des pêcheurs, évidemment, il y a des étudiants qui travaillent avec moi, il y a mes collègues, dont certains sont dans la salle ce soir, il y a aussi mes proches, mes amis, qui chacun ont contribué en fait à tous ces travaux que je vais vous présenter ce soir. Et pour effacer un petit peu de cette tristesse et de cette peur, j'ai demandé à mon papa qui est présent dans la salle ce soir de m'accompagner pour essayer de vous présenter comment est-ce que toutes ces personnes et moi, nous essayons de tisser les intelligences du lagon pour aller vers une gestion qui soit plus durable et qui soit co-construite. Mais avant ça, je vais vous faire quand même un petit peu de contexte parce que, au final, de quoi est-ce qu'on parle ce soir? De la pêche lagonaire. La pêche lagonaire, qu'est-ce que c'est? C'est la pêche qu'on va pratiquer dans nos lagons, évidemment, comme le nom l'indique, hein, mais on le pratique aussi autour des passes. On la pratique le long des récifs à l'extérieur. Et c'est une pêche qui va cibler de nombreuses espèces. On peut en compter plus d'une centaine. C'est une pêche qui va utiliser différentes techniques. On connaît le poupouille, le fusil sous-marin, la ligne sous plusieurs formes avec des cannes à pêche, sans canne à pêche. Il y a des filets aussi, pareil, sous plusieurs formes. Et on a aussi la technique du parc à poissons que vous voyez tout en haut, qui est principalement utilisée dans les îles sous le vent et au Tuamotu, qui est particulière du coup à ces atolls, à ces îles, pardon. Et du coup, cette pêche, elle est particulière aussi parce que presque tout le monde la pratique, presque tout le monde va pêcher un jour dans sa vie. Même mon fils qui a 6 ans est allé à la pêche avec sa ligne. Tout le monde le pratique, ça fait partie un peu de nos pratiques, nous les Polynésiens, d'être aussi proches et de pouvoir pêcher. C'est important parce que c'est une source de protéines, hein, c'est une source de nourriture, une source de revenus pour pas mal de pêcheurs aussi, pas mal de familles. Et ça peut aussi être un loisir et une passion. Quand on parle à un pêcheur, il ramène souvent ça, c'est ma passion en fait. Je peux pas. Il y en a qui deviennent complètement malades parce qu'ils peuvent pas aller à l'eau, quoi. Donc ça fait vraiment partie d'eux. D'habitude, les scientifiques, on adore les chiffres, hein, on adore monter des chiffres partout. Sauf que là, comme vous avez pu le voir jusqu'à présent, j'ai pas prononcer un seul chiffre, tout simplement parce qu'on ne les a pas, ces chiffres, sur le nombre de pêcheurs lagonaires. On n'a pas de chiffres sur le tonnage de poissons qui sortent de nos lagons. On n'a pas vraiment de chiffres assez précis. Et parce que, je vais me tromper d'ordinateur à chaque fois, parce que du coup, vu que comme je disais juste avant, tout le monde peut pêcher, donc c'est difficile d'estimer ce nombre total de pêcheurs lagonaires. C'est aussi difficile de savoir combien sort de l'eau parce qu'au final, tout le monde peut aller pêcher et vendre son poisson en bord de route, par commande ou faire du porte-à-porte. Même on voit des ventes sur Facebook de nos jours. La seule forme de vente qui est réglementée, c'est celle qu'on va faire avec des restaurants, avec
des magasins, donc c'est un peu la vente formelle, et c'est seulement celle-là qu'on peut essayer d'estimer, mais elle ne serait pas du tout représentative de tout ce qui sort de nos lagons. Ensuite, comme je disais juste avant, il y a plein d'espèces qu'on va pêcher. Pour estimer, par exemple, la taille d'un stock d'une espèce, ça prend énormément de données, ça prend énormément de connaissances. Et ça, le faire pour toutes les espèces qu'on cible en Polynésie, ça serait impossible, ou sinon il nous faudrait vraiment des gros financements pour pouvoir y arriver. Et enfin, la Polynésie française est aussi grande que l'Europe, on le sait tous. Et la pêche lagonaire, en fait, est très diverse. On ne va pas pêcher de la même manière ici, à Tahiti, qu'on va pêcher dans les Tuamotu, qu'on va pêcher aux Marquises. Donc, du coup, c'est difficile, en fait, de pouvoir avoir des chiffres sur toute cette diversité de pêche qui se passe. Et du coup, on pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'on va s'entêter à aller étudier la pêche lagonaire? C'est tellement compliqué, il n'y a tellement pas d'informations. Et par où est-ce qu'on peut commencer? Et au final, le problème, c'est qu'on constate quand même une diminution de nos stocks de poissons lagonaires, que ça soit par le on, je veux dire les scientifiques qui évoluent, qui essaient d'étudier, qui font des comptages de poissons et qui voient l'environnement qui change. Les pêcheurs eux-mêmes voient des changements dans les saisons, ils voient des changements dans leur pêche, et aussi les autres usagers du lagon qui vont voir des changements au cours du temps. Et en fait, on est conscient quand même de l'importance culturelle, comme je disais juste avant, l'importance sociale et aussi économique de la pêche lagonaire. Donc, du coup, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Et pour partager, en fait, ce qu'on essaye de faire, toutes ces personnes que je disais juste avant et moi, de la façon la plus vivante possible, on a imaginé avec mon papa une pièce en 3 actes, avec un premier, l'acte 1, où il y aura une rencontre un petit peu houleuse, où les regards d'un pêcheur et d'une étudiante vont se croiser sur la pêche. Ensuite, on aura un acte 2, où justement la quête de réponse, où la science essaye de répondre à ces questionnements qu'ont les pêcheurs et les autres acteurs de la pêche. Et enfin, un dernier acte, le tissage des intelligences, où les savoirs locaux et scientifiques essaient de s'entrelacer pour imaginer ensemble un avenir pour nos lagons de demain. Donc, j'ai invité mon papa à venir se placer. Et avant de commencer, vous ne saviez pas que vous veniez au cinéma ce soir, hein? Avant de commencer, je vous demanderai un peu d'indulgence quand même, parce que mon papa et moi, on n'a pas été formés à être acteurs à Hollywood. Peut-être lui, mais... Et déjà un spoiler alert, parce qu'il n'y a pas de fin heureuse, parce que les travaux sont toujours en cours. Donc du coup, ne vous attendez pas à la super fin à l'américaine, quoi. Et enfin, je tiens à dire que les discours que vous allez entendre, ce n'est pas inventé. Ça vient bien d'échanges que j'ai pu avoir avec différents acteurs de la pêche, que moi j'ai pu avoir, mais aussi toutes les autres personnes avec lesquelles je travaille. Donc voilà. Yarahe fara hachuru. Iya. Favorina. Et t'es brûlé hachuru. Dans le poisson perroquet marron, là, on ne dit pas passero. On dit ahuru. Donc on dit eha to'oe huru. Orera eha te huru. Ah, ok. Pardon, hein, je ne sais pas où a bien parlé tahitien. Tu as raison. Ouais. Du coup, sinon, ça va aujourd'hui? Ça va, ya. Maintenant, toi, je sais pas comment je te connais pas. Je sais pas comment tu connais mon prénom. Et qu'est-ce que tu veux pas? En fait, on m'a dit que tu étais un grand pêcheur. Et là, en ce moment, j'étudie la pêche lagonaire à Tahiti et Moorea. J'ai un projet sur 3 ans. Et dans le cadre de mes travaux, je viens à la rencontre des pêcheurs pour essayer d'échanger avec eux sur leurs connaissances sur la pêche, sur les poissons, voir quelle évolution ils ont vue dans le lagon, comment a évolué leur pêche. Donc, et du coup, je voulais savoir si tu pouvais répondre à quelques-unes de mes questions. Ah, tu sais la pêcher? Sûrement pas aussi bien que toi. Hein? Ah, c'est pour ça que tu veux me poser des questions. Voilà, c'est ça. Pour avoir ton avis, ta vision sur la pêche, qu'est-ce que tu en penses? Du coup,
Alors, tu aimerais bien répondre à mes questions? Ça va être lent ton truc là, parce que moi je dois aller à la pêche. Hein. Pour être honnête, ça peut être un petit peu long. Hein? Ça peut être un peu long. Je peux revenir à un autre moment si tu préfères. Là, je peux revenir à un autre moment si je préfère, mais c'est toi qui vas revenir. Non, vaut mieux pas faire maintenant, comme ça vous tirez pas. Ah, super. Alors, on va commencer. Alors, je vais prendre mon questionnaire. Hein? Ça fait combien de temps que tu pêches? Aïe, je ne pourrais pas te dire parce qu'au fait, je crois que je pêche. J'ai commencé à pêcher avant même de savoir marcher. Mon papa était pêcheur, son papa était pêcheur avant lui, donc j'ai grandi dans la pêche, avec la pêche et grâce à la pêche. D'accord. C'est ton papa alors qui t'a appris à pêcher? Tu sais, les anciens, ils t'apprennent une fois. Ta petite infânou arrive sur le dos. Ah. Donc, quand ils t'apprennent, tu retiens. Après, tu vois, tu étudies, tu fais un peu comme tu veux, tu te trompes un peu, mais petit à petit, tu apprends. Mais c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup apporté. Et toi, tu as partagé alors tes connaissances avec tes enfants à toi? Oui, ils savent y pêcher. Ils savent y... Mais le gros problème, ils croient qu'ils sont plus intelligents que moi. En plus, quand tu apprends, ils disent c'est fiou, c'est fatigant. Donc ces jeunes-là, ils sont un peu feignants. Ils sont plus devant leur vini, TikTok, Troya, et l'autre là, Facebook. Facebook. Donc voilà, Facebook. Donc ils se croient plus intelligents que moi. Voilà. Okay. Donc on fait avec quoi. Et tu disais c'est dur la pêche. Tu peux expliquer un petit peu? Ah oui, c'est dur. Tu sais, c'est pas évident. Déjà, ça dépend de ce que tu veux pêcher. Ça dépend des espèces, ça dépend des techniques. Par exemple, là, avec ça, on va pêcher le atouré, et compagnie. Donc, ça, j'ai préparé pour ce soir. Je vais aller pêcher avec. Ah, ok. Donc, ça dépend, comme je disais, ça dépend des espèces. Ça dépend de ce que tu vas aller pêcher. Après, il y a des espèces qui auront très tôt le matin. Il y en a qui auront tard dans la journée. Donc, il faut que tu connaisses ça. Donc, il faut que tu sois sur le lieu, il faut que tu sois à tel endroit précis avant le poisson. Soit pour mettre ton filet, ou alors tu es dans la mer avec ton poupouille avant le poisson. Okay. Après, ça dépend aussi de la lune. Parfois, il y a des lunes, il y a telle espèce ou telle espèce. Il y a des lunes, c'est pas la peine d'aller pêcher. Parce que quand tu vas pêcher, les poissons, ils courent tellement que tu arrives à rien attraper. Après, il y a des lunes, et le poisson. Tu vois, à muscler, mais le poisson, c'est pas la peine d'aller pêcher, les clients, ils veulent pas. Ah, ok. Après, il y a des espèces, c'est plus difficile. Il faut aller, ils sortent, c'est plus facile de les attraper le soir. Donc, il faut aller poupouiller le soir. Tu passes ta nuit à aller pêcher. Okay. Donc, tu reviens 2 heures, 3 heures du matin. Là, il faut nettoyer le matériel. Après, il faut nettoyer le poisson. Parce que maintenant, le client, il veut que le poisson soit écaillé, nettoyé. Bientôt, ils vont nous demander de frire. Bientôt. Ouais. Donc, à ce moment-là, je vais peut-être abandonner, mais on va voir. Donc, il faut que ça soit prêt. Donc, ça te fait 5 heures du matin. 5 heures du matin, il va aller au bord de la route. Parce que le poisson, il ne va pas aller tout seul au bord de la route se vendre. Ah bon? Ouais, t'as pas dormi, hein? T'as pas encore dormi. Ah, ok. Après, il y a des soirs, il vaut mieux éviter d'aller à la pêche. Toi, par exemple, bagarre avec madame. Toi, quand tu vas à la pêche, tu risques d'avoir des problèmes. Il vaut mieux rester un peu à côté de madame, même si c'est un problème. Mais c'est mieux. Donc, tu restes là. Okay. Et parfois, ben, tu sais, tu es malade. La dernière fois, je me suis cassé le pied. Ouais. Pendant des semaines, je n'ai pas été à la pêche. Okay. Donc, pas de pêche, pas de poisson. Je n'ai pas pu vendre, donc pas d'argent. Je ne peux pas aller voir mon docteur pour demander un certificat médical, arrêt maladie.
comme tous les salariés. Je n'ai pas de salaire fixe, quoi. Donc, il y a tout ça. Donc, c'est dur. C'est dur. Ok. Effectivement, hein, ça n'a pas l'air facile la pêche. Mais du coup, on peut parler un peu des techniques de pêche alors que tu utilises? Moi, je suis polyvalent. Ah, ok. Ouais, polyvalent. Poupouille, à la ligne et filet. Ok. Les trois. Avant, je faisais aussi avec le grand couteau. Ah. Donc, je coupais le poisson. Tu vois. Ok. Donc, maintenant, comme ce poisson, il n'y en a plus, Ouais. ben maintenant, on fait que ça. Ok. On peut regarder chaque technique un peu? Il n'y a pas de Ouais. souci. Ok. On va commencer par le filet, par exemple. Quel Allez, type là. de filet que tu utilises, toi? Ah, moi, j'en ai plein. Hein. Donc, j'ai déjà le filet Ouma. Tu sais le Ouma? Oui. Dans les petits poissons, les babichettes. Ah oui, oui. Voilà, oui. ça c'est Ok. le Ouma. Ok. Donc, j'ai le filet Ouma que Ouais. je pêche pour pêcher les plus gros. Ok. Ou alors, je les vends comme ça pour qu'au fait, les clients, ils aiment bien aussi faire des fritures. Ok. En fait, je les vends, mais après, s'ils vont me dire aussi des cailles le poisson, le Ouma, donc c'est fini, je ne vends plus. Mais en attendant, je vends. Ok. J'ai un filet Pauro, à peu près 1,5 doigt, 2 doigts. Donc ça, c'est pour pêcher les perroquets marrons. Ok. Après, j'ai un filet plus gros, 4-5 doigts. Ah. C'est pour pêcher les poissons un peu plus gros. Ok. Après, j'ai le filet pour le hapua. Ah, ok. Yeah, tu es vraiment polyvalent alors. Hein? Tu peux m'expliquer un peu le hapua, là? Le hapua, c'est plusieurs filets que tu mets au fait en forme de cœur. Ok. Après, au bout, tu as une cage. Ok. Donc, il y a une façon de poser. Ça dépend des espèces que tu vas pêcher. Il y a une façon de poser. Pas trop au bord, pas trop au côté du récif. Donc, il faut que tu connaisses bien. Ouais. Donc, tu poses ton filet. Après, il y a des heures où tu vas chasser. Ok. Toi, par exemple, là, c'est la saison, ça va bientôt être la saison des hihi. Donc, tu mets un peu à côté de la barrière. Après, à une telle heure, tu vas chasser. Tu sais, c'est très technique, hein? Ah. Mais c'est à peu près ça. Et combien de temps alors tu laisses le hapua en place? Tu sais, pour mettre en place un hapua, et après pour le retirer, ça prend du temps. Donc, on ne peut pas y mettre maintenant, là, ce matin, pour sortir ce soir. Ah. Donc, on laisse à peu près 3 jours. Ok, ok. Pour rester sur les filets, hein, tu connais la réglementation sur cette technique de pêche en Polynésie française? Ah, la règle à Myanmar? Oui, voilà, la règle. Oui, c'est 40 mm les mailles. Ah, ok. Mais toi, cette règle-là, Oui. c'est un peu bête, ben. Ah, ok. Ouais. Pourquoi? Parce que tu vois, si les mailles étaient petits, le poisson était mou. Ok. Toi, il ne s'accroche pas au filet. Ok. Donc, tu peux attraper et relâcher. Donc, tu peux trier, tu peux mieux trier. Alors que le 3, 4, 5 doigts, le poisson, monnaie, il crève, il meurt. Ok. Donc, ça, tu ne peux plus relâcher. Enfin, moi, je pense que cette règle, il faut peut-être la revoir un peu. Ok. Et avec tes... Par exemple, là, tu vois, toujours sur notre manchette, 4 doigts, là. Mais Pahoro, je ne peux pas les attraper. Fuite non Pahoro, Hanamit Pahoro Waro. Ah, ok. Tu n'es pas du tout d'accord avec cette règle alors, non? Non, Mais- c'est pas, je suis d'accord, mais je ne suis pas pour. Ah, d'accord. Ok, ok. Le principe, justement, hein, quand on met une taille de maïs, c'est de laisser les petits s'échapper, tu vois, pour qu'ils puissent... en fait, le principe, c'est les petits vont pouvoir s'échapper, comme ça, ils peuvent grandir. Après, ils vont pouvoir se reproduire, participer au renouvellement du stock. Et comme ça, après, on ne va pas déséquilibrer le stock. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois Waya. Je vois Waya. Mais le Pahoro, il ne grandit pas, il n'arrive pas à 50 cm. Pas exagéré non plus. Tu vois? Donc, le Pahoro, je suis un peu d'accord avec toi, ils vont grandir, pondre. Mais quand je vais plonger, moi, j'ai déjà vu des Pahoro pondre. Ah, ok. Tu vois? Je ne suis pas parti à 1 mètre, mais à peu près 15 cm. Ça commence à pondre. Tu vois?
C'est vrai que c'est un peu petit, 15 cm. Il n'y a pas beaucoup de choses à manger. C'est juste pour te dire que même petit, ils pondent. Ok. Ok. Tu vois? Mais au lieu ma DRM, au lieu d'interdire le filet poro, Ouais. peut-être mettre des tailles. Mettre les tailles. Pas de la maille, on a déjà. Hein? Taille du poisson. Ah, taille de poisson. Ah, ok, ok. Ah, tu serais favorable alors si la mise en place de cette réglementation sur les tailles des poissons? Ah oui. Ah oui, il faut y mettre en place parce que là, toi, actuellement, quand tu passes au bord de la route, ouais. les poissons, ils sont toujours en CP. Ah. Paris. Ah, ok. Tout petit. C'est tout petit. Ok, ok. Et pour revenir sur les pahoros, hein? Tu disais tu as déjà vu des pahoros pondre. Tu te souviens avec quelle période? Pleine lune, nouvelle lune, okay. Ils pondent. Et quand tu vois les pahoros pondre, il n'y a pas quelques parties à côté? Hello, réfléchir. Si, il y a toujours quelques parties autour. Ah, et tu sais pourquoi ils sont là, les parties? J'ai jamais demandé. Hein. Ah. Mais je vais essayer. Mais je crois qu'ils viennent balade. Ah, ok. Ils sont chez eux. Hein. On est d'accord qu'il y a plusieurs espèces de pahoros et de parties. Hein? Ah. Et en fait, les poissons perroquets, ils peuvent changer de sexe. Ils passent de femelle à mâle. Et en fait, les pahoros sont des femelles. On appelle ça la phase initiale. Et après, certaines femelles vont changer de sexe et devenir des parties. C'est pour ça que tu vois des pahoros et des parties se balader ensemble, quoi. Attends, c'est quoi cette histoire? C'est du n'importe quoi, ton truc là. C'est pas possible. Ben si, en fait, c'est pour ça qu'ils sont ensemble. Hein? Et quand tu nettoies ton poisson, par exemple, un parti, quand tu as nettoyé le dernier parti, essaie de te souvenir, est-ce qu'il avait des œufs? Ou tu as déjà vu un parti avec des œufs? Tu vois l'organe reproducteur, là, on appelle ça les gonades. Et il y a les femelles, ils vont produire des œufs, tu sais, c'est un peu orange. Les mâles, c'est tout, comment dire, c'est plutôt blanc. Hein? Il y a une différence entre les deux. Tu as déjà vu? Mais est-ce que tu as déjà vu un parti femelle? La prochaine fois, je vais bien regarder quand j'aurai encore d'autres parties. Ok. On fait comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mais oui. Toi, je ne suis toujours pas d'accord avec ton truc. Ah, pourquoi? J'ai déjà vu des parties, mais des pahoros. Ouais. Tu vois, j'ai vu des pahoros pondre. Et quand j'ai nettoyé les pahoros, j'ai vu des pahoros mâles. Oui, effectivement, il y a des mâles pahoros. Hein, t'as vu? C'est des mâles primaires, on appelle ça. Et eux, ils sont nés rois mâles, mais ils ne vont pas changer, ils ne vont pas devenir femelles. C'est que les pahoros femelles qui vont devenir mâles, quoi. Voilà, ouais. Sinon, pour revenir sur les tailles réglementaires là, dont on parlait, normalement, pour mettre en place des tailles réglementaires, il faut savoir à peu près à quelle taille l'espèce qu'on veut réglementer va pondre. Et après, quand on sait ça, on va laisser une petite marge pour pouvoir du coup mettre en place la règle. Par exemple, si on dit que le pahoro il pond à partir de 20 cm, du coup on va laisser une petite marge, on va peut-être mettre 25 cm, tu vois? Oui, je vois. Mais comme je t'ai dit, j'ai déjà vu des pahoros pondre 15 cm. Non, c'est possible. Parce qu'en fait, on est tous différents. Hein? C'est comme, comment dire, les individus, là. Chaque individu, on est différent. Moi, je suis petite, par exemple, mais je vais quand même me reproduire à une certaine... Je suis bloquée à cette taille, quoi. Tu vois? Du coup, on est tous différents. La taille à laquelle on va commencer à se reproduire. Tu comprends? Voilà. Mais si on voulait aller un peu plus loin, on va pouvoir, comment dire, déterminer l'âge des poissons, justement. Hein? Ouais. Et si on voulait déterminer l'âge et la taille des poissons, on va devoir collecter plein des poissons allant de très petits à très grands
Et après, on va regarder les organes reproducteurs, comme je t'ai dit. On va voir à quel moment on passe de immature à mature. Hein? Et pour l'âge, c'est un peu plus compliqué. Dans la tête du poisson, en fait, il y a un os qui s'appelle otolithe. Et cet os, on peut le sectionner et après, chaque année, il y a une strie, en fait, une strie annuelle. C'est comme les arbres. Et du coup, on va compter les stries et ça nous donne l'âge du poisson. Comme ça, on peut savoir à quel âge il va commencer à se reproduire, tu vois. On a déjà fait ces études-là. Alors, maintenant, tu sais, c'est quoi la taille de ces espèces, des pahoro et compagnie? Justement, il y a des études qui ont été faites dans le Pacifique, il y a des études aussi qui ont été faites à Rangui, sur le Haut-Éo, à Rangui-Roi, mais pas encore à Tahitième-Auréa. Ah, c'est pas pareil. Hein. Là-bas, au Tuamotu, les poissons, c'est pas la même taille qu'ici. Hein. Ah non, c'est pas pareil. Ok. Donc, il faut faire les études à vitesse. Ouais, tu as raison. Tu as raison. il y a des différences entre. C'est pour ça que c'est important d'avoir des études sur Tahitième-Auréa. D'ailleurs, ça fait partie de mon projet. Je vais essayer de définir la taille et l'âge à maturité de quelques espèces. Mais comme j'ai que 3 ans, je ne peux pas étudier toutes les espèces. Et je n'ai pas aussi beaucoup de sous pour pouvoir faire ces études. Donc, du coup, je voulais voir avec toi, si tu devais me dire, choisis des espèces que je dois étudier, lesquelles est-ce que toi, tu choisirais? C'est un peu difficile, hein, parce que moi, je pêche de tout, moi. Donc, de tout. C'est vrai que tu es polyvalent, mais s'il fallait faire un choix, non? Ah, non. Ah, je sais. On a discuté avec la direction des ressources marines, la DRM, et eux, ils ont présélectionné des espèces. Si je te montre ce qu'ils ont présélectionné, est-ce que ça va t'aider à faire ton choix? J'espère que c'est ce que je pêche, moi. Hein. Ben, on va regarder, regarde. Alors, ils ont sélectionné ces 8 espèces différentes. Et du coup, est-ce que tu pourrais, par exemple, classer par ordre de préférence au moins 5? Le houmé, j'aime bien ce poisson. Ah. Les clients, ils achètent. Tu mets un houmé au bord de la route, tu es sûr que c'est vendu. Donc, c'est bon le houmé. Après, les clients, ils adorent ça. Okay. Tara, aux vieux, les vieux. Et les Chinois. Bonbon citron, à la vapeur, ils adorent ça. Donc ça aussi, il faut pêcher. Après, tu as le pahoro, paatihoaya. Après, tu as le umetare aussi. Ouais. Le umetare aussi, ça aussi, il faut étudier, parce qu'il y en a de moins en moins. Ok. Ah, il y en a de moins en moins? Ouais. Ok. Je note, En fait, là, du coup, je vais devoir voir plusieurs pêcheurs pour savoir qu'est-ce que chacun veut. Et après, on va essayer de faire un choix pour choisir 5 espèces à la fin. D'accord? Ok. Et comment tu vas faire ça? Faire quoi? Ça peut. Tu dois voir avec ces pêcheurs-là au Tiroanou. Ouais, plusieurs pêcheurs. Mais du coup, faire quoi? Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, les 5. Ok. Et justement, je voulais aussi voir avec toi si tu voulais m'aider à collecter, parce qu'il faut que j'aille collecter les poissons, si tu veux bien m'aider. Pour ça. Après, on a pu avoir un budget pour acheter les poissons auprès des pêcheurs. Par contre, il faut que le poisson il soit entier, pas écaillé, pas nettoyé, je prends tout quoi. Mais par contre, il faut qu'il soit très frais. Parce qu'il faut que je le dissèque si tu le pêches, dans les 24 heures, il faut que ça soit arrivé avec moi et que je dissèque le poisson. Toi, ça m'intéresse. Ah, ok. Ouais, ça me fait un travail en moins. Aller nettoyer le poisson. Okay. Mais le problème, comme je t'ai dit, je reviens à 2h, 3h du matin. Ouais. Tu vas venir chercher le poisson? Oui. Il n'y a pas de souci. C'est à moi, à me caler à toi. Par contre, j'aurais besoin de toutes les tailles possibles, à partir de 5 cm jusqu'à les plus grandes tailles qu'on puisse trouver. Même les bébés? Moi, j'aime pas trop tuer, les bébés. Ouais, je sais bien. Mais en fait, on est obligé d'avoir au moins quelques petits individus pour bien voir à quel moment, tu vois, ça bascule de immature à mature. Je te promets rien pour les bébés, mais pour le reste, je peux te faire un effort. Ok, super. Et du coup, tu n'auras pas de problème à trouver ces 5 espèces que tu m'as dit, celles que tu m'as dit. Non, les umetare, il y a un problème. Le tara, il y a un problème. Parce que toi, il faut aller très loin
chercher le poisson, il faut aller très fond. Ah. Ouais, donc, un petit problème là. Ah, ok. Et pourquoi alors il faut aller plus loin et plus profond? Tu vois, avant, ben, Hmm. il y avait les récifs là au bord. Ouais. Les petits, ils allaient se cacher dedans. Ok. C'est pour aller se protéger des prédateurs, des autres gros poissons. Ok. Maintenant, quand tu regardes à ta taille, il n'y a plus tellement de récifs. Hein. Il n'y a que des remblais. Donc, ils ne savent plus où aller se cacher. Après, les clients, c'est un peu trop difficile maintenant. Ils demandent, ils viennent négocier les tarifs. Donc, on doit pêcher plus pour qu'on rentre dans nos frais. Parce que nous aussi, on a des frais. Il faut payer plein de trucs aussi. Après, tu vois, dès qu'il pleut, Ouais. tu vois la mer, c'est un peu chocolat, hein, même très chocolat. Nous, quand on était petits, quand il pleuvait, on est allé à Tatay pour attraper les gros poissons. Parce que la rivière a amené les petits pouilles, a amené les petits crevettes, chevrettes et tout à Tatay, donc les gros poissons viennent. Aujourd'hui, quand tu vas à Tatay pêcher, tu vas pêcher ton congélateur, ton frigidaire, ton four et les poneaux pour mettre sur ta toiture. Tu vois? Après, il y a aussi ces agriculteurs-là. Ah. Oui. Tu vois? Ils veulent que ça pousse vite leurs légumes. Pendant ce temps, nos poissons, ils meurent. Parce qu'au fait, ils mettent leurs produits là. Ouais. Insecticides, pesticides et tout. Et tout ça, ça vient dans la mer. Ça tue nos coraux. Il faut arrêter de dire il y a beaucoup de pêcheurs, il y a trop de pêcheurs, ils font du n'importe quoi, il faut arrêter. C'est nous tous. C'est nous tous. Il n'y a pas que les pêcheurs. Il y a tout ça. Et après, tu vois, tu as tous ces bateaux-là. Oui. Tu vois, les plaisanciers, là. Ouais. Hein? Là-bas, mais là, comment ça s'appelle déjà? Omaha Beach, là. Bon sable. Après, tu as tous ces bateaux de touristes, là. Ils croient que les poissons, ils n'entendent pas tout ce bruit-là. Tu crois qu'ils n'entendent pas? Ils sont en train de fuir. C'est tout ça. Ok, je note. Yeah. Tu as listé plein de problèmes. Hein? Comment tu en as entendu parler, là, tous ces problèmes-là? Non, il a entendu parler de ok. expérience. Ok. C'est moi. Oui. Tous les jours, je suis dans la mer. J'observe, je regarde, j'écoute les poissons, j'écoute la mer, j'écoute la nature. C'est eux qui m'ont dit que nous, les humains, on est un peu bêtes. On est en train de tout détruire. C'est eux qui m'ont dit. Ok. Je suis d'accord avec toi. Oui. J'ai peut-être pas de diplôme, tu vois. Par exemple, là, tu fais quoi, toi, déjà? Thèse? Oui, voilà. Ça veut dire que tu as eu un bac d'abord, hein? Ouais. Voilà. Ouais. Moi, la commune m'a décerné 2 bacs. Ouais. Un gris, un vert. Moi, j'étais en classe terminale. Il y a ta terminale passé tout le bac. Ah, ok. Ouais. Quel terminal alors? Terminale passé CEPE. Ah, c'est quoi ça, CEPE? Certificat d'études primaires élémentaires. Ah, ok. Était d'être 6e. Tu vois? Mais j'ai appris en regardant, l'expérience, en écoutant. Pas dans les livres comme vous, ou comme ceux de la DNM. Je suis d'accord. Hein? Les diplômes, ça ne fait pas tout. Hein? Toutes tes connaissances, moi, je ne les ai pas. Hein? Mais bon, sachant qu'on ne pourra pas régler toutes les problématiques que tu soulèves là aujourd'hui, est-ce que toi, tu as des propositions pour la pêche? Hein? Déjà, dans un premier temps, oui. Les tailles. OK. Après, il y a un truc qui est à la mode, là, ces jours-ci. Rahoui. Ah, les rahoui. OK. Rahoui. OK. Et tu en penses quoi des rahoui, toi? Les rahoui qui sont actuellement? Oui. Ah, pourquoi? Parce qu'au fait, le rahoui, il y a des rahoui, tu peux pêcher de ta tête à la ligne. Mais on n'a pas dit quelle ligne. Parce que quand tu vas pêcher avec une petite canne à pêche, tu pêches à 2 mètres. Après, tu as le tororo, tu pêches un peu plus loin. Après, tu as le mouniné, tu pêches encore plus loin. C'est pas comme ça le rahoui.
Et il y a des rahouilles aujourd'hui, c'est interdit, c'est fermé depuis quelques années. Ouais. Celui de Teahupo'o, par exemple. Après, tu vas à Montréal, tu as la... Comment déjà on appelle ce machin? PGEM, là? PGEM, oui. Et les mitras de rahouilles. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, le rahouille. Il faut mettre de vrais rahouilles en place. Tu vois? Toi, nos anciens, quand ils mettaient le rahouille, ils fermaient un endroit, mais pas n'importe comment. Parce qu'ils savaient que telle espèce de poisson se reproduisait là. Donc, ils fermaient là. Interdiction d'aller pêcher. Toutes les pêches. On ouvrait à côté. On pêche à côté. Après, on ouvre là. On ferme de l'autre côté. C'est ça le rahouille. Ok. Et du coup, tu es plutôt contre alors les rahouis? Non, tu peux être contre. Ah, ok, ok. Mais que ça soit bien fait. Ah, ok. Bien fait. Ok. Mais le truc, c'est que à l'époque de nos ancêtres, hein, il n'y avait pas ce que tu disais là tout à l'heure, remblai, hein, l'eau chocolat. Il n'y avait pas toutes ces choses-là. En plus, tu as entendu parler peut-être un peu du changement climatique. Hein, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Donc, du coup, on ne peut pas juste mettre les rahouis comme ça, comme avant. Hein. Ah, tu n'es pas là d'accord avec le rahouille? Non, je n'ai pas aussi dit ça. Hein. J'ai juste dit qu'il n'y a pas les mêmes problématiques. Donc, du coup, peut-être il faut, oui, apprendre de nos ancêtres. Après, il faut apprendre à toutes les connaissances que toi, tu partages aujourd'hui. Après, il y a la science aussi qui peut aider à prendre toutes les connaissances ensemble pour pouvoir trouver des solutions, tu vois? Non? Oui. N'est-ce pas? Donc, ce qui veut dire, il faut qu'on s'assoie tous autour d'une table, ou même s'il n'y a pas de table, qu'on s'assoie, qu'on s'écoute, qu'on en parle, qu'on écoute l'autre, qu'on écoute vraiment. C'est ça? Je pense, hein? Ouais. Ben, c'est pas que je t'aime pas, hein? Ah, oui, oui. Mais tu vois là, il faut que j'aille pêcher. Ah, ok. Il faut que j'y aille. Ouais. Tu aimerais ma pirogue. Ok. Merci Père Farah pour toutes les informations que tu m'as données. Je te rappelle, Roya, parce qu'il faut pour les poissons. Hein? Ouais. Comment tu as rappelé? Tu n'as pas pris mon numéro. Oui, tu peux me donner ton numéro, s'il te plaît. Tu as 87, okay. 87, tout, que des 87. Ah, c'est facile. Hein? Ouais, sinon, les autres là-bas, ils vont m'appeler. Ok. Merci, Hey Farah. Hein? Hey, merci Maruru. beaucoup. Ouais. Ok. Ça va, on s'est bien débrouillé quand même. Hein? Pourrait presque aller à Hollywood, là. Hein? Non? Non. Je rigole. Du coup, je peux vous dire qu'en sortant, j'ai eu plusieurs entretiens comme ça. Hein? Et en sortant d'un entretien comme celui-ci, pardon, ça va? Mon cerveau est un peu en feu. Beaucoup d'informations. Et aussi, on va revenir sur les émotions, hein? Et j'éprouve un peu des émotions un peu partout, quoi. Un peu de honte, évidemment, hein, surtout tu sais pêcher, par exemple. Après, quand même aussi de la joie et de la surprise face à toutes ces connaissances, au final, assez fascinantes que les pêcheurs ont. Et de l'admiration face à la difficulté et aussi l'importance, en fait, de leur métier, hein, parce qu'on oublie souvent qu'ils nourrissent la population quand même, hein. Ensuite, de l'inquiétude, pas mal d'inquiétude avec le témoignage justement d'une diminution des stocks et des causes multiples, hein, parce qu'il n'y a pas que la pêche, comme on a pu le voir avec Efara, il y a l'utilisation du trait de côte, le changement climatique, de plus en plus de gens qui ont des exigences aussi différentes par rapport à avant. La surpêche, évidemment, mais il n'y a pas que la pêche. Et ensuite, on se sent un peu perdu, impuissant, frustré, parce qu'on ne sait pas du tout par où est-ce qu'il faut commencer, quel bout est-ce qu'on va prendre. Hein? Mais bon, à un moment, il faut bien redescendre un peu, respirer et revenir à ce que, du coup, en tant que scientifique, ce que la science sait faire de mieux, c'est observer, hein, analyser et comprendre avec de la méthode, avec de la robustesse. Et là, je vous invite, on va replonger un peu dans mes cours de master pour voir en fait qu'est-ce que ça veut dire vraiment gérer une pêcherie, pour la science en tout cas, et comment concrètement
cette science, elle peut aider en fait à y voir plus clair demain. Et on va commencer par la définition d'un stock. Qu'est-ce que c'est un stock de poissons? On entend beaucoup un stock de poissons. Au final, c'est juste un groupe de poissons d'une même espèce qui va vivre ensemble, qui va se reproduire ensemble et qui vont dépendre des mêmes conditions environnementales. Et ce stock, il va évoluer dans le temps. Le stock de poissons, il va commencer à se reproduire. Il va avoir des œufs qui vont donner des larves et en fait qui sont exportés dans l'océan. Puis les petits ils vont revenir dans nos lagons. Ils vont aller normalement se mettre justement dans ces récifs qu'on appelle frangeons, qui sont juste au bord de la côte, comme on en parlait tout à l'heure, mais qui sont maintenant souvent remblayés. Mais d'habitude, ces poissons, ils reviennent là. Puis après, ils vont grandir. Et à un moment donné, ils vont recruter dans la pêche. C'est-à-dire, à un moment donné, ils vont devenir vulnérables aux différentes techniques de pêche. Et là, ils sont recrutés dans la pêcherie. Ces petits poissons, ils vont grandir, évidemment, puis grandir encore et commencer à devenir matures. Donc, ils vont pouvoir participer à la reproduction. Et là, on boucle le cycle, quoi. Ils vont se reproduire et puis ça continue. Et puis, normalement, tout va bien. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, les poissons, le stock il va pouvoir diminuer de deux manières. La première, c'est que la mortalité naturelle, ils vont se faire attaquer par des prédateurs ou ils vont tomber malades. Mais il y a aussi, du coup, la mortalité par la pêche avec les captures, justement, qu'on retire du stock. Donc, deux composantes. Il y a une composante, qu'est-ce qui va faire augmenter le stock? Ça va être les nouvelles recrues, les nouveaux poissons qui arrivent, leur croissance et aussi du coup la reproduction qui va faire que le cycle il tourne et tourne et on a de plus en plus de poissons. Après, il y a une partie qui va justement diminuer ce stock avec les captures et aussi avec la mortalité naturelle. Et en fait, tout l'enjeu de la gestion, justement, c'est de maintenir l'équilibre entre ce qui fait augmenter le stock et ce qui fait diminuer notre stock. Et c'est ça, en fait, l'enjeu de la gestion en général, quoi. Et pour maintenir cet équilibre, on a des outils de gestion. Et il y a deux grands types d'outils de gestion. Le premier type, ça va être les contrôles à l'entrée, c'est-à-dire on va restreindre l'entrée à la pêche. Donc on va restreindre l'effort qu'on va mettre et qu'on va appliquer sur le stock. Et pour ça, on a plusieurs choses. On va pouvoir limiter le nombre de pêcheurs, par exemple. Comme c'est fait aujourd'hui dans notre pêche hauturière, où on a un nombre limité de licences de pêche et du coup, tu es obligé d'avoir une autorisation pour pêcher. Une deuxième chose, c'est les restrictions sur les engins et les techniques de pêche, comme la maille de filet pour laquelle Heifara n'était pas du tout d'accord. Donc ça, c'est un exemple d'engin de pêche qu'on va réglementer. Après, on a les tailles réglementaires aussi, où l'objectif, justement, c'est de laisser les poissons grandir avant de pouvoir grandir et se reproduire avant de les pêcher. Et après, on a tout l'ensemble des fermetures temporelles et spatiales. Là, on va avoir des fermetures, des aires marines protégées, par exemple, ou des réserves où on ne va rien du tout prélever et puis c'est indéfini. Donc, c'est indéfini dans le temps. On va avoir les rahouis, comme on en parlait juste avant, là où ça va être temporaire, où on va les lever à un certain moment. Et on va avoir aussi, par exemple, des fermetures saisonnières où on va fermer la pêche à une certaine saison, par exemple, quand les poissons vont s'agréger pour pouvoir se reproduire. Donc tout ça, c'est toute cette famille d'outils de gestion. Après, le deuxième type de gestion, d'outils de gestion, ça va être les contrôles à la sortie. Donc du coup, on va contrôler ce qui va sortir du stock, donc les captures. Et là, en gros, c'est mettre des quotas en fait sur qu'est-ce qu'un pêcheur va pêcher. On a tous peut-être normalement voyager un petit peu, on a vu, un pêcheur, il a le droit à tant de langoustes par jour ou par sortie. Et ça va être du coup des contrôles à la sortie. Donc c'est assez facile en fait, c'est pas complètement ingénieux. On n'a pas 10 000 moyens de gérer en fait la pêche. On a ces outils-là qui peuvent être combinés, mais on n'en a pas forcément plus que ça, quoi. Et ce soir, je voulais vous parler plus précisément de ces deux-là, des tailles réglementaires et des fermetures temporelles, mais plus particulièrement du rahoui, parce que ce sont deux outils de gestion qu'on entend beaucoup parler en Polynésie française et sur lesquels, en fait, on travaille avec les personnes que je vous disais juste avant. On travaille un peu sur ces deux approches-là plus particulièrement. On va commencer par les tailles réglementaires. Revenons à notre stock. Et en fait, l'objectif de cette mesure, c'est de pouvoir permettre... Il n'y a pas de... Pardon. Pas grave.
C'est de pouvoir permettre en fait cette croissance et le fait que ces poissons-là, ils vont d'abord se reproduire et participer au renouvellement du stock avant de les prélever par la pêche, avant de les pêcher. Donc c'est ça en fait l'objectif d'une taille réglementaire. C'est pas pour embêter les pêcheurs, c'est vraiment pour permettre au stock de pouvoir se reproduire, de pouvoir continuer à tourner, de trouver cet équilibre entre la mortalité et le renouvellement, quoi. Et pour ce faire, donc du coup, on va devoir pouvoir aller collecter des poissons très petits jusqu'à très grands. Et après, on va les peser, les mesurer et analyser leurs gonades. Comme vous voyez là sur cette image, les gonades sont les organes reproducteurs. On a les femelles, on a les mâles. Et on va pour des poissons très petits jusqu'à très grands, on va regarder leurs gonades pour savoir est-ce qu'ils sont matures ou immatures. Est-ce que c'est des femelles, des mâles ou des individus en transition. Comme on disait, certains poissons vont changer de sexe. Donc, du coup, ça va nous indiquer aussi à quelle taille ils peuvent changer. Et quand on a toutes ces informations-là, on va les intégrer à un graphique qu'on appelle une ogive de maturité. Ne vous inquiétez pas. Je vais essayer d'expliquer de manière très simple. On part simplement avec l'idée que dans la nature, on a des poissons qui sont très petits, moyens et très grands. Donc là, jusque-là, ça va aller. Et pour chaque classe de taille, donc par exemple de 5 cm à 6 cm, de 6 à 7, on va regarder quelle est la proportion ou le pourcentage d'individus qu'on a prélevés qui est immature. Par exemple, en commençant par immature. Ici, par exemple, de 5 à 6, donc la première barre, j'ai pu collecter 2 individus de iihi, et tous les 2 étaient immatures. Donc, du coup, ça nous fait du 100% immature pour cette classe de taille. Si on va à éternellement petite, si on va ici, là, on est entre 12 et 13, j'ai pu collecter 7 individus, dont 3 étaient immatures. Donc, du coup, on a une proportion à peu près 40%. Et sur ce graphe, on va ajouter, du coup, les individus matures. OK, vous êtes toujours avec moi, hein? Ici, en bleu, ça va être les matures mâles et en rose, ça va être les matures femelles. Okay? Donc, du coup, on va compléter nos pourcentages et on va avoir ici la petite ligne rouge qui vient. Et cette ligne rouge, en fait, ça montre la proportion de poissons matures selon la taille. Donc, plus on avance, on augmente la taille et plus on a de chances d'être mature. Enfin, on est mature. Et en fait, ce qu'on cherche, nous, les scientifiques, justement, c'est le point là où on atteint 50% de maturité, ça s'appelle la L50. Et ici, on a 14 cm. Donc, pour les iihi, à partir de 14 cm, la moitié des individus de la population sont matures. Donc, du coup, c'est un peu cette information-là qu'on cherche. Et comme je disais tout à l'heure à Efara, on va pas mettre, si par exemple, il faut mettre une taille réglementaire, on va pas mettre 14. Parce que là, du coup, on est à peu près sûr qu'on a 50% qui est mature, mais on veut quand même laisser une petite marge pour être précautionneux. Et souvent, on ajoute une marge de 20%. Donc là, par exemple, si on devait faire une recommandation basée sur ça, on dirait à partir de 17 cm, par exemple, on pourrait mettre la taille réglementaire. Est-ce qu'on a tous à peu près suivi cette explication? Ça va? Donc du coup, on se dit, bon, c'est facile en fait. Pourquoi les scientifiques, ils ont toujours parlé des tailles là à Tahiti, à Moorea? En fait, c'est relativement facile de le faire. Mais c'est tout simplement parce qu'on a, comme je disais juste avant, on a beaucoup d'espèces qui sont ciblées. Donc c'est compliqué en fait de pouvoir collecter tous les poissons qu'il faut pour déterminer cette taille. Comme on disait tout à l'heure avec Heifara, les tailles vont varier entre les différentes archipels. Donc, du coup, si on l'estime ici à Tahiti, là, on estime à Tahiti Moorea, ben, ça ne va pas être la même chose à Tetiaroa, ça ne va pas être la même chose à Rangiroa, ça va pas être la même chose partout. Donc, du coup, il faut démultiplier ces études-là. Donc, c'est pour ça aussi qu'on n'a pas encore aujourd'hui ces résultats-là. Et en plus, jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup de travaux scientifiques finalement qui ont été menés par manque de financement, par manque peut-être d'intérêt aussi à la pêcherie, et ça peut effectivement coûter assez cher. Mais par contre, depuis 2023, donc justement dans le cadre du projet qui s'intitule Modela, dans lequel je fais ma thèse, on essaye de déterminer les tailles à maturité de 5 espèces avec des financements qu'on a pu mobiliser du pays, bien sûr, mais aussi d'autres bailleurs de fonds.
Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est pas possible d'étudier toutes les espèces. Donc, du coup, il a fallu faire un choix. Et je ne sais pas si vous suivez... Enfin, on a un peu bugué sur les pensées là, mais je ne sais pas si vous avez réussi un peu à suivre. Mais s'il fallait écouter que les scientifiques, par exemple, moi, le tro et le oumetarei, je ne les aurais pas fait, quoi. Par exemple, parce que compliqué d'après le pêcheur, il n'y en a plus beaucoup, donc c'est compliqué de les collecter. Après, on aurait aussi pu, avec les choix de la DRM, au final, partir sur ces espèces-là que eux voulaient et pas forcément chercher plus loin. Mais là, il nous a semblé quand même, comment dire, naturel d'inclure les pêcheurs dans cette démarche en fait du choix des espèces. Et pour choisir les espèces sur lesquelles on allait concentrer nos efforts là, dans le cas du projet Modélag, on a procédé en 3 phases. Du coup, la première phase, c'était déjà de dégrossir un petit peu quand même, parce qu'on a plus d'une centaine d'espèces qui sont étudiées. De dégrossir à réduire à peu près à 10 espèces. Donc cette phase-là, on l'a fait principalement avec la direction des ressources marines pour essayer de voir quelles sont la problématique de gestion ou qu'est-ce qu'ils entendent avec leurs différents échanges avec les pêcheurs. Ensuite, la deuxième phase, ça a été de demander à différents pêcheurs, une 50aine de pêcheurs, de hiérarchiser c'est le critère 3. On a hiérarchisé toutes les 10 espèces selon 3 critères. Le premier critère, c'était la vulnérabilité de cette espèce à la pêche. Donc, est-ce que c'est très vulnérable parce qu'elle ne grandit pas assez vite ou il y a beaucoup de changements qui ont été observés sur cette espèce. Donc, du coup, on a classé en fait les 10 espèces par rapport à la vulnérabilité à la pêche. Le deuxième critère, c'était de savoir, justement, pour pouvoir les collecter, en fait, est-ce que ça va être possible déjà? Est-ce qu'il y en a assez? Par exemple, une des espèces qui était le marava, c'était un peu compliqué parce que du coup, on n'en trouve plus du tout. Donc, en fait, c'est même pas la peine d'essayer de déterminer ces traits-là parce qu'en 3 ans, au final, on pourrait pas le faire. Et le dernier critère pour lequel on a ordonné les 10 espèces, c'était la priorité des pêcheurs, justement. Qu'est-ce que eux voulaient qu'on étudie, comme on a fait le travail un peu qu'on vous a montré avec Haifara, comment est-ce qu'ils classent par ordre d'importance selon eux, sans forcément imposer des critères, mais qu'est-ce que eux voulaient vraiment qu'on suive. Et à la fin, ça a été de faire des scénarios pour savoir lesquels, au final, des 10, on allait garder. Donc là, je vous remets le choix de la direction des ressources marines. Donc il y avait en fait 8 espèces, mais dans ces 8, on avait au final 10 espèces. Par exemple, pour le Pahorupaati, comme on disait, il y a plusieurs espèces en fait de Pahorupaati. Là, on a sélectionné, il y avait 2 espèces qu'on a sélectionnées, celles qui sont le plus représentées dans les prises. Après, ici, le tro, par exemple, aussi, il y a 2 espèces différentes sous un même nom. Les ihi, il y a au moins 13 espèces différentes en Polynésie française. Il a fallu en choisir une. Donc, du coup, au final, il y a plus que 8 espèces qui ont été présélectionnées par la DRM. Et du coup, on a fait ce travail. Bon, je ne vais pas vous expliquer en détail le graphe, mais en gros, plus c'est vers le haut et plus c'est vulnérable à la pêche. Plus c'est vers votre droite et plus c'est important pour les pêcheurs. Okay? Et les tailles des rangs, là, gris, plus c'est petit et plus c'est facile à échantillonner. En gros, après, on a fait nos petits calculs là où on a attribué des importances en fait à chaque critère. Par exemple, dans le scénario numéro 2 ici, on a mis un coefficient plus important au choix des pêcheurs pour pouvoir axer un peu plus vers leur choix. On a mis un coefficient 3 du coup. Pour la faisabilité, donc le coût que ça va nous donner pour pouvoir aller collecter, on a mis un coefficient 2 et au final la vulnérabilité c'est un coefficient 1. Mais souvent c'est l'inverse en fait, les scientifiques vont souvent mettre d'abord en avant la vulnérabilité à la pêche, puis après dans le cadre du projet Modélag, en tout cas on a choisi ce scénario là. Donc du coup on arrive avec les espèces qui sont en train d'être étudiées en ce moment avec le ihi, le ume, le oumetarei, les Pahorupaati et enfin le tro. Donc ce sont les 5 espèces qui sont en train d'être étudiées. Et du coup, entre octobre 2023 et mai 2025, on a été collecté un grand nombre de poissons. Donc au total, 1231 poissons ont été collectés tout autour de Tahitium aurea, disséqués et analysés. Et
Et non, c'est pas moi qui ai collecté. Je suis toujours aussi nulle en pêche, mais du coup, j'ai eu la chance de pouvoir avoir plusieurs pêcheurs en fait qui participent à la collecte, qui allaient viser certaines tailles, parce que comme je le disais, j'avais besoin de très petits jusqu'à très grands. Même le week-end, j'avais des pêcheurs qui m'appelaient. J'ai eu le plus, c'était un houmé. J'ai eu un houmé de 62 cm. Il faut absolument que tu viennes le chercher. J'en ai jamais vu un aussi grand. Donc du coup, en fait, c'est grâce vraiment aux pêcheurs et leurs connaissances qu'on a pu collecter tous ces poissons, quoi. Et on est capable aujourd'hui d'estimer justement une taille à maturité pour chacune de ces espèces. Par exemple, ici, là, les Pahuropatia, on estime autour de 17 cm. Ils commencent à être matures. Le ihi à 13 cm. Et ça, par exemple, le ihi et le tro, on n'a pas trouvé d'informations dans la littérature scientifique. Donc, c'est vraiment une première, en fait, qu'on arrive à faire ici à Tahiti Amourea avec 13 cm pour les ihi et 16 pour les tro. Et après, on a les oumé taré à 15 et oumé à 20 cm. Donc voilà, pour les tailles à maturité. Et maintenant, je vous parlais un petit peu des rahui, parce que comme on disait juste avant, comment dire, c'est un peu à la mode. Hein, on entend beaucoup parler des rahui dans les médias, même autour de nous. Il y en a même un qui va peut-être se mettre en place entre Aru et Pirée. Je ne sais pas si vous avez entendu. Enfin, on en entend beaucoup parler. Et pour en parler, je voulais vous faire un petit historique et en même temps vous partager un peu les différents éléments qu'on a avec l'équipe sur les rahui. Donc il faut savoir qu'à Tahiti, le tout premier rahui qui a été mis en place, c'était celui de Te Ahupu'o en 2014. Et il était initialement prévu de le mettre en place pour être fermé pour 3 ans. Et comme on le disait tout à l'heure aussi, il est toujours fermé. Hein, on a 11 ans après, il est toujours fermé. Ensuite, en 2018, à Tautira, ils ont vu le voisin il a mis un rahui, on peut plus aller pêcher chez eux. Pourquoi est-ce que nous on mettrait pas aussi un rahui chez nous? Et en plus de ça, il y a vraiment moins de poissons dans notre lagon. Donc du coup, en 2018, ils décident d'en mettre un en place. Mais là, on a un système qui est carrément innovant. Parce que du coup, c'est un rahui, là, comme vous voyez, en 3 zones, avec la zone du milieu, qui est en fait une zone de réserve, qui est fermée à la pêche, à toute pêche, indéfiniment. Donc, il n'y a pas de date limite, quoi. Par contre, les 2 autres zones, zone 1 et zone 2, elles étaient à ce moment-là, en 2018, destinées à être ouvertes à la pêche après 3 ans, de manière alternative. Donc, du coup, on ouvre la zone 1, puis on referme la zone 1, on ouvre la zone 2. Donc, c'est un peu ça le plan initial à Tautira. En 2019, on a Mateya et Papara en fait, qui se disent nous aussi, on va peut-être mettre un rahui, on a de moins en moins de poissons dans notre lagon. On va unir nos forces et mettre un grand rahui sur toute la zone de Hatimaono. Et en même temps, Papara se dit on a aussi une autre zone, parce qu'on a un grand lagon, on veut aussi protéger notre zone. Du coup, ils en mettent en place, du côté de Papara, il y en a 2. En 2022, après 2 ans de fermeture, parce que c'était prévu 2 ans de fermeture, Mateya, ils ouvrent. Et ils se disent, sans aucune réglementation, ils se disent, on le lève et on va essayer d'en placer un autre dans notre lagon à un moment donné. Et au final, en 3 semaines, d'après les témoignages des pêcheurs, en 3 semaines, il n'y avait plus rien dans le rahui du côté de Mateya. Et du coup, ça a été un peu un massacre, un désastre. Il y a eu plein d'adjectifs pour décrire cet événement. Et par contre, pendant les discussions, en fait, Papara, eux, ils se disaient non, on va reconduire. Donc du coup, c'est vraiment que du côté de Mateya où ça a été ouvert. Et Mateya avait reconduit pour 2 ans. Et là, je ne sais pas si vous vous souvenez, 2018, on est en 2022. Normalement, là, Tautira est censé ouvrir son rahui. Et en fait, ils prennent peur, ils n'ouvrent pas. Et ils se disent, on va attendre, il faut qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on va vraiment ouvrir. En 2023, du coup, ils se disent, on va ouvrir, mais c'est vraiment une ouverture, timide. Hein? Comment est-ce qu'ils ouvrent? En mars 2023, ils décident d'ouvrir 2 demi-journées. Un jeudi et un vendredi, pour éviter que tout le monde, le samedi ou le dimanche, débarque à Tautira et vienne pêcher. Donc, du coup, déjà, on ouvre un jeudi et un vendredi. Ensuite, on ouvre que la demi-journée, pendant 4 heures, de 8h à midi.
Puis on n'autorise que le fusil et la ligne. Justement, on ne veut pas de filet, que le fusil et la ligne. Et puis on n'autorise que les poissons. Donc on ne va pas pêcher les parouas, les trocas qui étaient encore interdits et burgots, mais on ne va pas pêcher les invertébrés, quoi. Ça va vraiment être que les poissons. Et on va mettre en place quelques tailles. Donc ces tailles réglementaires, elles ont été mises en place par rapport à la littérature scientifique qui existait, parce qu'on n'avait pas encore le projet Modela qui est en cours. Donc du coup, c'est des tailles qui ont été décidées basées sur la littérature scientifique. Et c'est une information importante à retenir pour la suite de la présentation. Mais par exemple, les ihi dans la littérature scientifique, on avait trouvé on avait recommandé 18 cm. Mais là, il y a une grosse négociation avec les pêcheurs. Non, mais on ne va jamais trouver des ihi à 18 cm dans le Rahui, mais ça ne va pas, ça n'existe pas. Il faut absolument baisser cette taille. Et du coup, la direction des ressources marines a pesé le pour et le contre et s'est dit, bon, ok, on va baisser à 15 cm comme les pêcheurs l'ont proposé. Puis les pêcheurs, ils sont partis le oumetare, 25 cm. On ne va jamais trouver des oumetare à 25 cm, c'est impossible. Et là, on a dit, bon, on a cédé pour les ihi. On ne va quand même pas céder pour toutes les espèces, donc on maintient à 25 cm. Donc du coup, qu'est-ce qu'on voit en fait qui se passe lors de cette ouverture? Beaucoup d'interactions entre les différents acteurs. Hein. On a les gestionnaires, les scientifiques, nous qui essayons de conseiller sur la base des informations qu'on a. On a les pêcheurs qui ont aussi leurs connaissances et leur vécu, qui discutent en fait pour arriver à des mesures de gestion pour cette ouverture. Et du coup, il faut trouver un équilibre entre les différentes expertises qui sont là hein, sur la table. Donc, énormément de réunions avant l'ouverture, beaucoup de réunions. Et après, lors de l'ouverture, on a des pêcheurs qui sont impressionnés au final parce qu'ils voient sous l'eau, parce que du coup, c'est fermé depuis 4 ans, 4-5 ans. Donc, vraiment impressionnés parce qu'ils voient la taille des poissons, l'abondance en poissons, les espèces qu'ils voient. Ils sont super contents de pouvoir aller dans le Rahui et pouvoir vivre, en fait, pêcher dedans, quoi. Et du coup, pour nous aussi, scientifiques, ça a été une belle opportunité d'utiliser des outils innovants. Donc, ce qu'on a fait lors de cette ouverture, c'est qu'on demandait aux pêcheurs, quand ils allaient à la pêche, de revenir à la marina de Tautira. On leur posait quelques questions sur combien de pêcheurs est-ce que vous étiez, quelle technique est-ce que vous avez utilisée. Ensuite, ils apportaient leurs poissons sous un chapiteau qu'on avait installé. Et puis, nous, on positionnait en fait je ne sais pas si vous voyez bien sur les écrans, mais ici, on a une bâche, c'est un gabarit avec des marques dessus. Et nous, on positionnait les poissons qu'ils avaient capturés sur ces bâches. On prenait des photos. Et ensuite, ces photos, on les mettait sur une plateforme d'intelligence artificielle qui a été développée par la communauté du Pacifique à Nouméa. Et cette intelligence artificielle, en fait, elle allait repérer chacun des poissons sur cette bâche. Elle pouvait estimer une taille et puis elle pouvait essayer de deviner l'espèce que c'était. En 2023, elle n'était pas du tout bonne, la plateforme. Là, j'ai passé pas mal de temps. Mais maintenant, elle est un peu meilleure avec toutes les photos qu'on a pu mettre sur la plateforme avec les différents collègues. Et donc, ça nous permettait au final d'avoir des informations hyper précises sur qu'est-ce qui était sorti de ce Rahui en 2023. Donc, quelques chiffres justement de cette ouverture. On avait 38 bateaux en fait qui ont participé à cette ouverture avec 6 pêcheurs à la ligne, 74 au Pupui. Et on a pu justement, grâce à cette intelligence artificielle, estimer combien de tonnage. Vous vous souvenez tout à l'heure, je ne vous donnais aucun chiffre parce qu'on n'en avait pas. Mais là, du coup, on a des chiffres assez précis de ce qui est sorti. À peu près 1 tonne de poissons lors de ces 8 heures de pêche, avec 2630 poissons qui ont été capturés. Et merci à l'IA parce que pour aller mesurer 2630 poissons alors que tu as les pêcheurs qui ont besoin de garder leurs poissons au frais, ça aurait été un peu compliqué, quoi. Ensuite, on revient à notre histoire. En 2024, du coup, parce qu'en 2022, Papara était censé ouvrir, mais ils ont reconduit pour 2 ans. Et là, on arrive en 2024, où là, ils se disent, bon, on va suivre un peu l'exemple de Tautira. On va ouvrir pas très longtemps. On va autoriser, comme à Tautira, en fait, on va autoriser que la ligne et le Pupui. Et on va le faire un jeudi. Il me semble que c'était la Saint-Valentin, du coup c'était 2 jeudis à la suite, quelque chose comme ça. C'était en février, en tout cas 2024.
Et puis, qu'est-ce qu'on voit là à Papara? Bon, c'est encore un contexte différent. Je ne vais pas faire tout le... Vous pourrez poser des questions après si vous voulez, mais c'est un contexte qui est différent. Et là, on a aussi des pêcheurs qui sont ravis, en fait, d'aller dans le Rahui, de pouvoir voir, constater d'eux-mêmes qu'est-ce qu'il y a dans ce Rahui. On a des nouvelles interactions parce qu'on a entendu qu'il y avait beaucoup de braconnage dans ces deux zones de pêche réglementées, ou Rahui à Papara, pardon. Et là, en fait, on a des braconniers qui sont venus pêcher et qui sont en contact, en fait, avec les comités de gestion, avec la DRM, qui discutent, qui échangent. Du coup, c'est la création, en fait, d'un espace, voilà, de discussion, quoi, lors de cette ouverture, et d'où aussi il y a eu la volonté, en fait, du comité de gestion d'intégrer un peu plus d'autres membres dans le comité de gestion de ce Rahui, et de pouvoir inclure beaucoup plus de pêcheurs. Et on se dirait, bon là, 2024, hein, on arrête l'histoire là. Et au final, non, Tautira, avec tout ça, a été rassuré au final de voir que la première ouverture qu'ils ont faite, ils ont voulu, du coup, même, normalement c'était fermé pour 4 ans encore, ils ont voulu rouvrir le Rahui en mars 2025, donc juste là, il y a quelques mois. Et qu'est-ce qui se passe en mars 2025? Ils gardent un peu le même format, il y a juste quelques changements. On ouvre le jeudi 27 mars et le samedi 29 mars. Pourquoi? Parce qu'on veut aussi que la communauté de Tautira, qui sont potentiellement des salariés ou qui ne peuvent pas venir la semaine, participent aussi à cette ouverture. On a toujours 4 heures de pêche, toujours fusil et ligne autorisés, que les poissons, avec quelques tailles, et j'y reviendrai. Mais cette fois-ci, on demande à s'inscrire pour pouvoir participer à cet événement, à cette ouverture. Pour les tailles, comme vous voyez, il y a des petits carrés là en plus sur mon image. Et au final, en 2023, ils pensaient ne jamais trouver de ihi de plus de 18 cm. Et au final, ils avaient trouvé que des gros ihi, quoi. Donc là, déjà de 1, nous, on a pu monter la taille. Enfin, nous, quand je dis nous, la discussion a pu... Il n'y a pas eu de frein au final à ce qu'on augmente cette taille à 18 cm plutôt qu'à 15. Parce que comme on l'a vu juste avant, avec les résultats que j'avais, on recommandait autour de 17. Donc, du coup, là, en fait, la DRM a décidé de mettre 18 cm. On a aussi monté d'autres tailles qui étaient basées un peu sur les résultats qu'on a actuellement, là, que je vous ai présentés juste avant. Et puis, le Ometarei, là, par contre, les pêcheurs, en fait, avaient raison, dans le sens où ils ont trouvé... Il n'y a que 11, de mémoire, il n'y a que 11 Ometarei qui ont été pêchés en 2023 parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver, et ils étaient limitants, entre 25, c'était absolument limite. Et du coup, on a abaissé la taille à 22 en sachant que la taille à maturité qu'on a estimée, nous, était de 15 pour Tahiti et Moorea. Donc du coup, là encore, des discussions avec les pêcheurs. Mais beaucoup moins, en fait, de discussions qu'en 2023. Parce que là, on était plus les scientifiques et la DRM, au final, on était un peu des, qu'est-ce que j'ai écrit? Spectateurs. Des spectateurs dans le sens où le comité de gestion a vraiment pris en main cette ouverture. Ils ont décidé d'ouvrir, ils ont organisé les inscriptions. Ils se sont un peu tout seuls, en fait, responsabilisés pour pouvoir gérer le Rahui. Bon, de notre côté, c'était un peu le bordel, hein, pour être honnête, parce que organiser la prise de photos, tout ça, c'était vraiment compliqué parce qu'on n'avait pas forcément toutes les informations. Mais bon, c'était, en tout cas de notre côté, vraiment beau de voir que justement la population locale, vraiment le comité de gestion avait pris la main sur la gestion et sur l'organisation autour de leur Rahui. Et du coup, beaucoup plus de participation, comme vous pouvez le voir, parce qu'il y avait aussi un événement avec les enfants qui avait été organisé, un événement culturel. Et du coup, beaucoup de gens étaient là pendant les 2 journées. Et là, du coup, on a fait la même chose qu'on avait fait en 2023, prendre les photos et tout ça. Et on a des résultats un peu différents. Hein. On a eu 103 bateaux au lieu de 38 en 2023, 36 pêcheurs à la ligne au lieu de 6 en 2023, 229 pêcheurs au Pupui au lieu de 74. Plus de 2 tonnes de poissons ont été sortis au lieu d'1. Et puis 7572 poissons ont été capturés. Merci l'IA, une fois de plus, pour ça. Et du coup, on pourrait se dire, mais en fait, et on l'a entendu, hein,
Tautira, mais c'est n'importe quoi, c'était un massacre, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Il y avait tellement de gens et tout ça. Et effectivement, on peut l'entendre, parce que du coup, vu les chiffres, c'est un peu, waouh, on se pose des questions, quoi. Et en même temps, de ce qu'on a pour l'instant, c'est encore en analyse, hein, pour ce qu'on a comme résultat pour l'instant. En 2023, ici, vous avez la composition des prises, c'est-à-dire quelle est la répartition. En fait, on avait, dans toutes les prises, il y avait à peu près presque 40%, c'était des ihi. Les autres 40%, c'était des poissons perroquets. Et puis après, on avait d'autres familles, quoi. En 2025, bon, ça diminue un peu les perroquets, mais bon, ils sont toujours majoritaires. On a beaucoup de ihi toujours. Et quand on se disait, il n'y aura plus d'ihi cette année, ils ont tellement sorti d'ihi en 2023 et au final, il y en a encore. Beaucoup de perroquets, mais j'attire votre attention sur le petit carré là-haut, un peu orangé là. Et en fait, c'est les poissons chirurgiens. Il y avait 1 seul % de poissons chirurgiens. Et là, en 2025, on a 8% de poissons chirurgiens. Et là, on se dit, mais en fait, ils ont tellement pêché les autres espèces qu'ils sont obligés d'aller sur les petits maïtos, les pauvres petits poissons chirurgiens. Et effectivement, ça peut être une explication, parce qu'ils ont pêché que 2 ans d'écart. Mais une autre explication, c'est cette ouverture, en fait, à tous les pêcheurs du dimanche, on pourrait les appeler, qui sont venus pêcher et qui au final voulaient vivre cette expérience d'ouverture et qui ont ils sont là, ils ont testé, ils ont des maïtos, quoi. Et encore les maïtos, même moi j'arrive pas à en attraper. Donc voilà pour la petite histoire. Et ensuite on peut se dire aussi qu'au final ils ont peut-être, vous avez vu, il y a 7000 poissons et en fait il n'y a que des petits poissons, il n'y a plus de gros. Et que du coup c'est pour ça eux ils sont contents, mais en fait ils ont flingué tout le stock, il n'y a plus de gros. Sauf que là, si on regarde encore une fois les premiers résultats pour l'instant, les ihi, on voit que les 2 courbes là, on a en rouge c'est 2023 et en bleu c'est 2025. On voit en fait c'est à peu près la même distribution de taille. Donc là, on a à peu près les mêmes tailles en 2023 et en 2025. Donc non, ils n'ont pas. On pense en tout cas qu'ils n'ont pas tout ravagé en 2 jours encore. Mais par contre, ce qu'on apprend en fait de ces rahouis, de ces ouvertures qui ont eu lieu, c'est que de 1, on a cet espace de discussion en fait qui est créé entre les différents acteurs. Les pêcheurs, ils ont l'occasion de pouvoir s'exprimer, les scientifiques ont l'occasion de pouvoir présenter un peu les travaux qui sont en cours ou à pouvoir apporter un peu cet appui scientifique. On a les gestionnaires qui essayent de gérer au mieux avec les différents acteurs. Donc on a en fait cet espace de discussion qui est créé pour une gestion qui est adaptative. Comme on a vu, le plan de Tautira initial, il a complètement changé au cours du temps. Et parce que du coup, on a cette puissance de pouvoir gérer de manière adaptative. Parce qu'on a cette date limite, au final, ça oblige les acteurs à se mettre autour de la table et à discuter, qu'est-ce qu'on fait pour cette ouverture? Et c'est quelque chose qui n'arrive pas forcément dans les réserves, dans les aires marines protégées, parce que du coup, oui, avant de les mettre en place, on discute beaucoup et boum, on la met en place. Mais est-ce que ce dialogue, il continue au cours du temps ou pas du tout? Mais en tout cas, dans nos rahouis, on essaye, on le voit là avec cette historique, qu'il y a cet échange, ce dialogue entre les différents savoirs et intelligences qui existent. Aussi, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est un rééquilibre des pouvoirs. Comme on a vu là, les scientifiques là, en 2025, ils n'étaient pas trop dans les décisions. Mais du coup, on rééquilibre un peu la population où le comité de gestion local essaie de décider et du coup, on renforce ce sentiment d'appropriation qui est hyper important parce que on le sait, la direction des ressources marines ne peut pas être partout pour surveiller et du coup, si ce rahoui, en fait, et la population locale se l'approprie, on aura potentiellement de meilleurs résultats. Et donc, voilà un peu les travaux qu'on a menés jusqu'à présent. Et quelle suite pour tout ça? Je vous ai présenté un peu les tailles réglementaires. Donc là, aujourd'hui, on a des tailles à maturité. On pourrait, en calculant les 20%, on pourrait recommander des tailles réglementaires à la DRM. Mais est-ce que c'est quelque chose à faire ou pas? Nous, on pense que non, justement, pour l'instant, il faut qu'on arrive à estimer quel impact, en fait, ça aura sur les pêcheurs. Donc du coup, les petites bâches là, comme vous avez vu, qu'on a fait lors des ouvertures à Tautira et qu'on a aussi fait à Papara, on a certains pêcheurs on a organisé un réseau de pêcheurs participants qui ont ces bâches
et qui suivent leur prise au final depuis août 2024, donc 1 an. Et du coup, ce qui serait intéressant, en fait, c'est qu'on va avoir les mêmes graphes, là, comme ça, on va pouvoir les sortir et voir, OK, si on met une taille à tel endroit, quelle est la perte, en fait, de ces pêcheurs dans leur capture? Est-ce qu'on va les impacter? Est-ce qu'au final, en fait, ils ne pourront plus rien pêcher parce que la taille sera trop haute? Ou au contraire, est-ce que, du coup, quelle est la taille, en fait, qui pourrait biologiquement, mais aussi économiquement être viable? Et du coup, on va pouvoir partager ces résultats et co-construire un peu ces solutions sur la base de ces différents résultats. Donc, faire dialoguer un peu les différents résultats qu'on a. Et pour les rahouis, un autre step en fait qu'on aimerait prendre, c'est tous les poissons, les 1231 poissons qu'on a collectés. On a aussi collecté leurs otolithes. Donc du coup, comme j'expliquais à Haïfara tout à l'heure, si vous avez écouté, c'est un petit os qui est dans la tête du poisson. Donc là, on a une image des petits os là, de ces otolithes et qu'on peut sectionner. Après, on a des stries. Bon, on ne le voit pas très bien peut-être à l'écran, mais il y a des stries annuelles. Et quand on compte ces stries, on a l'âge du poisson. Et on peut imaginer que si dans un rahoui, on veut, par exemple, préserver les pahuro et les paatis, on arrive à estimer, avec toutes les données qu'on a déjà, donc on peut les recouper, et estimer l'âge auquel ces pahuro vont commencer à se reproduire. On se dit, bon, je n'ai pas encore les résultats, mais on se dit 3 ans, par exemple. Donc du coup, si un comité de gestion vient nous voir et fait, OK, on veut préserver nos pahuro, combien de temps est-ce qu'on doit fermer notre rahoui? On ne sait pas quoi faire. Et on peut se baser sur ce genre d'informations pour dire, les pahuro, on a trouvé qu'à partir de 3 ans, ils se reproduisent. Donc, il faudrait au moins fermer votre zone pour 3 ans. Donc, c'est comme ça que ce genre d'informations qui peuvent paraître très biologiques, qu'est-ce qu'on va en faire, elles peuvent être appliquées directement à la gestion de nos lagons. Et du coup, c'est exactement ce que je vais faire là tout de suite. Je vais présenter quelques résultats à Haïfara, notre fameux pêcheur. La suite. Et Yorana Haïfara, Yahato Oihuru. Hey, ça va aller maintenant, hein? Huru. Hey, t'es mais. Yorana peut être à votre farerera. Alors, quelles sont les nouvelles? Où tu t'as ta thèse? Non, pas encore. Ah, faitoito. C'est long quand même, hein? Ça fait longtemps, hein? On ne s'est pas revus. Alors, les résultats, ça vient. Les tailles, rahouima, poro, c'est bon. Ah ouais, je sais, c'est un peu long, hein, mais tu sais, j'essaie de faire au plus vite. J'ai dû collecter beaucoup de poissons et en plus, je dois échanger avec plein d'acteurs différents. Ils ne sont pas tous d'accord. Il faut essayer de mettre un peu tout le monde d'accord. Et en plus, la science, tu sais, ça prend du temps. Je dois faire mes analyses, je dois les faire valider par d'autres scientifiques pour être sûr de ce que je dis. Et après, tu vois, on peut faire quelque chose, tu vois. Ça prend un peu de temps, quoi. Hein. Ouais, il faudra faire un peu plus vite parce que de plus en plus, la dernière fois, ils étaient en SG, les poissons. CP, là, tu m'as dit. Là, CP. Maintenant, ils sont passés en section des moyens. Ah, OK. Ça devient de plus en plus petit. Donc, oui. Enfin. Et les poissons qu'on a collectés, ça t'a aidé? Ah oui, carrément. Parce que quand on a fait la collecte là, des trots, la mission là, qu'on a fait ensemble, j'ai pu collecter tous mes trots grâce à notre mission. Oui, mais cette mission, tu m'as fait tirer sur des petits, des bébés. Et ça, j'aime pas trop. Ouais, je sais bien. Mais bon, comme je t'avais dit, on est obligé d'avoir toutes les tailles différentes. Hein. Donc du coup, mais tu sais quoi? On a pu éclairer quelque chose que les scientifiques ne savaient pas. Ah, c'est quoi? Ah oui. En fait, comme ici, là, sur mon graphe, on a pu montrer que tous les individus trots, ils naissent femelles et après, ils changent de sexe. Donc, il n'y a pas de mâle primaire comme pour les pahuro, là, l'histoire des pahuro, tu te souviens? Ils changent tous de sexe. Donc, du coup, à partir de 16 cm à peu près, les femelles commencent à se reproduire et environ 22 cm, ils vont changer de sexe. Là encore, toi, tes changements de sexe. Enfin, comme la dernière fois, je t'ai dit, j'allais vérifier. Oui. J'ai vérifié, ouais. Ah bon? Ouais. OK. Donc, je commence un peu à croire à ton changement de sexe. Pas de texte, hein, de sexe. Ah bon? Ouais, parce qu'il n'y a pas de jeu dans les parties. Ah, c'est vrai? Il n'y a pas de Ah,
Bah, toi aussi, tu avais raison pour les pahoros. Ah, c'est quoi, là? Alors, les pahoros. Le plus petit individu mature que j'ai trouvé mesurait 13,5 cm. Et je me souviens que tu m'avais dit que lors des pontes, tu voyais des individus de 15 cm. Du coup, tu avais raison pour ça. Ouais. Ouais. Et aussi, on a estimé la taille des femelles, c'est autour de 17 cm. Et quand ils vont changer de sexe, c'est autour de 24 cm. Pas mal, hein? Ouais. Ouais. C'est intéressant, hein? Ça varie. Hein? Ah. On avance alors. On avance doucement, mais on avance. Mon acteur est fatigué. C'est là. Maintenant, je me demande comment tu as attrapé tes petits pahoros là, parce que ces petits poissons, ça bouge beaucoup. Hein? C'est toute une histoire. La collecte des petits là, c'est toute une histoire. Alors déjà, heureusement que les pêcheurs m'ont aidé. Pour les pahoros, comme tu dis, il y avait un pêcheur, il allait suivre les petits poissons, là, les petits bons, à la tombée du jour, pour savoir où ils vont s'arrêter, parce que sinon c'était trop dur de les poupouiller. Et après, il les poupouille. Hein? Après, j'avais des collègues qui aussi allaient à la pêche, parce qu'ils connaissaient les spots. Il y a des pêcheurs qui nous ont dit « Ah, c'est tel habitat, on a vu tel poisson, tel poisson. » Et du coup, on a pu aller collecter les tout petits poissons. Toi, t'es un peu têtu. Ah, pourquoi? Je t'ai dit la dernière fois, il faut utiliser le UPA pour attraper les petits pahoros là. C'est plus facile, en plus t'as pas froid. Oui, je sais, mais bon, j'ai demandé l'autorisation à la direction des ressources marines et ils m'ont dit non. Question de principe. Pourquoi est-ce qu'ils vont m'autoriser, moi, à utiliser le filet AINA pour aller dans le lagon et vous, ils vous disent non, tu vois? C'est ce qu'ils m'ont dit. Donc, du coup, on a dû tout faire avec le poupoui, quoi. Ah. Ouais. Et souvent, ils nous ont dit aussi, la DRM, souvent, nous, les scientifiques, on fait des expériences un peu louches dans le lagon et que du coup, les pêcheurs, ils ont dit, ah, pourquoi eux, ils ont le droit de faire tel truc, et nous, on ne peut pas. Voilà. Ouais. Tu sais, c'est vrai. Ouais. Ah. Parfois, quand on vous voit dans le lagon, on se pose la question, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Tu vois? Et là, quand tu me parles comme ça, si la DRM ne t'a pas donné l'autorisation, la DRM, elle commence par y nous écouter, nous les pêcheurs. Ben oui. Ben, tu sais, chacun fait de son mieux. La DRM, quand elle peut, elle agit, hein, mais des fois c'est long. Hein, et des fois, il y a des textes, il faut changer, ça prend du temps. Nous, les scientifiques, ça prend du temps. Après, vous, les pêcheurs, vous n'êtes pas aussi tous d'accord. Hein. Il y en a, ils veulent des licences de pêche comme les potimarara. Il y en a d'autres, ah non, il faut que tout le monde puisse pêcher, tu vois. Il y a des gens, ils sont d'accord pour le rahoui, d'autres, ils ne sont pas d'accord. Tu vois, il faut essayer de... Bref, l'objectif, c'est de discuter, de mettre nos intelligences en commun, hein, et de trouver des solutions. Qu'est-ce que tu en penses? Et là, c'est quoi les solutions que tu as trouvées? Donc, on va mettre en place les tailles, là? Ah, ben non, on peut pas. C'est pas moi qui décide toute seule. Je peux proposer des tailles, mais après, il faut qu'on se réunisse ensemble et tout ça. C'est pour ça que moi aussi, je viens te voir. On va organiser des petits, ateliers de discussion, hein, des séminaires. Je voulais savoir si tu voulais participer pour discuter de ces solutions-là. Tu vois, si on ne se connaissait pas, j'aurais dit qu'il y a une élection qui approche. Ah! T'es un peu tarte pour le titan. Tu vois, c'est qu'on ne se connaissait pas. C'est quand il y a les élections, on vient nous voir pour les voix. Et l'une est moins. Tu vois? Non. Là, si je ne connaissais pas, donc, c'est quand il y a ton truc? Je ne sais pas encore. Il faut qu'on arrive à caler tout le monde, hein, à peu près au même moment, que tout le monde soit à peu près disponible, quoi. Comme ça, après, c'est mieux pareil que les pêcheurs y participent, parce que si c'est moi toute seule qui décide, là, ou la DRM qui est dans le bureau, on va peut-être pas avoir les meilleures décisions, tu vois. C'est mieux pareil que tu viennes. D'accord. Je vais venir, mais il faudra vite prévenir. Mais... Oui, ok. Maruru, hein, je te tiens au courant. Du coup, là, je vais te laisser aller à la pêche. Il paraît que vous mettez le rapport ce soir. Enfin, aujourd'hui, là. Oui, tu viens avec nous? Non, je dois aller préparer la fête de la science. Il y a le hawaré, big le hawaré. T'as Si. peur d'avoir froid comme la dernière fois quand t'es venu, hein? Non. La dernière fois, je suis tombée malade. Hein. Tu sais, c'est pas facile là aussi la pêche. Hein. Vraiment, respire. Ouais. Nous aussi, enfin, moi, à tuer les autres pêcheurs, moi, je ne peux pas aussi faire ce que tu es en train de faire. Donc, si tu me permets, Oui. je vais venir, mais il faut que tu viennes. D'accord? Ok. Je vais venir, mais il faut que tu viennes.
Je t'ai laissé un message que mes anciens m'ont laissé. Et tu peux transmettre ce message à tes amis scientifiques, pas scientifiques, scientifiques. Te na ora te whai apari. E au mau te marie. A rohi. Whai tuitu. A huti maria. Ti tau te pahu o te rai. E ara roa. Et ara tuari. Te ara o te ana waharau. Ce qui veut dire, Marguerite, mes très chers enfants, œuvrez. Revêtez-vous du manteau du courage. Persévérez. Implorez les forces divines. Car la route est longue et tumultueuse. La route qui mène vers le savoir, la connaissance et la sagesse. Maruru. Merci. Bon appétit. Non, blague. Merci à tous. Du coup, si vous avez des questions, remarques, n'hésitez pas. Ou on peut aussi aller manger. Hein. C'est une longue journée, non? Ouais, Marguerite, c'est pas pour te lancer des fleurs. Je laisse ça à d'autres. Je sais bien. En général, quand on évalue des stocks, on fait de la modélisation démographique, on essaie de connaître la longévité des espèces pour savoir pendant combien de temps ils vont se reproduire. Donc tu as à peu près l'âge de reproduction, mais combien de temps ils vivent, tes poissons? Est-ce qu'il y a un moyen de le savoir? Alors du coup, c'est pour ça que c'est important de pouvoir collecter des individus qui sont très petits jusqu'à très grands. Et là, on a essayé d'avoir des individus les plus grands possibles qu'on ait pu trouver dans la... Parce qu'on se dit qu'avec l'âge et la taille sont liés, en tout cas pour certaines espèces. Et là, des résultats qu'on a, par exemple, le houmé le plus vieux qu'on ait, c'est l'espèce la plus ancienne, quoi. Le houmé le plus vieux qu'on ait, il a 35 ans. Dans le Pacifique, ça peut aller jusqu'à 50 ans pour cette espèce. Donc, du coup, on peut avoir cette information avec les otolithes, tant que ton échantillonnage permet d'avoir des poissons qui sont très âgés, quoi. Et ça, on ne le sait jamais jusqu'à ce qu'on ait les résultats des otolithes. Donc, après les perroquets, je ne me souviens plus de tête là, mais on a cette information-là des âges, quoi, les plus grands pour nos espèces, pour nos 6 espèces. Voilà. C'était tellement... Soit c'était très clair, ou soit je vous ai complètement perdu. Je ne sais pas. Et après, pour continuer là, sur cette question, je ne vous ai pas présenté tout ça, mais on fait pas mal. On a l'halieutique, donc la science qui étudie la pêche. On fait pas mal de modélisation, du coup, pour essayer de prédire... quelle est la taille du stock aujourd'hui, quelle serait la taille du stock demain, avec toutes ces informations biologiques. Et ça, c'est difficile de le faire pour toutes les espèces qu'on a déjà, comme je disais avant, mais aussi d'avoir des modèles en fait qui soient, comment dire, adaptés à nos pêcheries, où tu vois, il faut qu'on ait pas mal de données, par exemple de capture qu'on n'a pas. Et commencer avec juste 2 ans de données, ça alimente pas assez bien les modèles. Donc il y a des modèles qui existent aujourd'hui où on n'a pas besoin d'autant de données que ça, mais finalement les résultats, est-ce qu'ils sont pertinents ou pas, est-ce qu'ils nous aident à prendre des décisions? Donc tout ça pour dire qu'on n'a pas forcément besoin de gros modèles pour commencer à gérer notre pêche. Donc on essaye d'en avoir ces données-là pour des modèles comme ça. Mais du coup, les petites tailles réglementaires, les petites choses comme ça qu'on peut déjà mettre en place pour préserver nos stocks, on peut le faire, quoi. Mais bon, on essaye quand même de pouvoir estimer nos stocks avec toutes les données de biologie qu'on a pu collecter jusqu'à aujourd'hui, quoi. Voilà. Monsieur Galzin.
Ah, bonne question. J'ai pas dit pendant la présentation. Ce qui a été fait, en fait, ils avaient peur qu'il y ait trop de pêcheurs dans une zone. Donc, ils ont ouvert les 2 zones là qui sont sur le côté en même temps, mais que pour ces 2 demi-journées là. La zone centrale n'a pas été touchée Non, encore. la zone centrale est toujours fermée et dans les textes, c'est prévu qu'elle ne s'ouvre pas. Donc, pour l'instant, il n'y a même pas de discussion autour d'ouvrir cette zone du tout, quoi. Ouais. Il y a des comptages qui sont faits dans cette zone centrale ou pas? Il y a eu les derniers comptages poissons du coup qui ont été faits. C'est Gilles et Vétia qui les ont conduits là en 2025. Ouais, en juillet 2025, pardon. Les derniers comptages. Donc on essaye aussi d'avoir. Donc c'est très. On ne peut pas tout présenter hein, évidemment. Mais c'est très interdisciplinaire hein, le travail qu'il faut faire en fait en pêcherie et notamment autour des rahoui. On a des comptages écologiques, donc on a des compteurs qui vont aller dans l'eau, qui vont essayer d'estimer un peu les différentes espèces qui sont présentes, les tailles et tout ça, et qu'on essaie de complémenter avec les données de pêche, quoi. Donc essayer d'avoir les deux approches pour avoir de meilleures réponses que d'avoir qu'un seul côté un seul côté de l'image, quoi, de la photo. Vas-y. Comment fait l'intelligence artificielle pour reconnaître les différentes espèces de hihi? Ah, pour les hihi, non. Du coup, l'intelligence artificielle, elle n'arrive pas à distinguer les différents... Et même nous, en fait, on n'arrive pas avec les photos parce que il faut carrément... Enfin, tu le sais bien, je vais l'expliquer pour les autres, mais les hihi, en fait, les hihi se ressemblent tous. Après, avec la taille, avec la couleur, avec il y a plein d'indicateurs anatomiques qui vont nous permettre de les distinguer. Sauf qu'avec une photo, on peut pas le faire parce qu'on peut plus le manipuler. On peut pas regarder sa dorsale pour savoir si elle est orange ou pas, ou combien d'épines il y a et tout ça, quoi. Donc du coup, on rassemble. Là, les graphes qu'on a fait, on a tout rassemblé en le genre, quoi. Donc ça va être toutes les espèces de Myriplistis ensemble. Après, on arrive à distinguer les apais et tout ça, mais les hihi en eux-mêmes, c'est un groupe d'espèces, quoi, qu'on fait. Ouais. C'est bof. René, il n'est pas d'accord, il n'aime pas. C'est bof, mais du coup, en fait, c'est un peu, on est obligé, c'est les, comment on dit ça, je sais pas comment on dit en français, mais c'est les trade-offs, quoi, qu'on doit faire parce qu'on n'a pas la possibilité d'aller plus que ça en détail dans l'identification de ces espèces. Salut Marge, bravo déjà pour la présentation qui était juste géniale. Tu nous as montré des kilos, des quantités. Est-ce que tu as mesuré le temps d'entretien avec toutes les personnes que tu as rencontrées? Le nombre de personnes peut-être que tu as dans ton échantillonnage? Pour l'ouverture de 2023, j'ai dû m'entretenir avec peut-être une trentaine de pêcheurs avant, pour essayer justement de un peu mieux connaître leur avis sur cette ouverture, leur avis sur la fermeture, enfin sur le fait que ça a été fermé depuis 3 ans, et aussi surtout pour essayer de leur dire comment c'est important en fait qu'ils reviennent à la marina parce qu'ils sont pas du tout obligés dans ces ouvertures-là. En fait, ils peuvent très bien juste rentrer chez eux et puis aller faire leur vie, quoi. Et là, franchement, c'était vraiment cool qu'ils soient revenus. Donc ça a été beaucoup de travail là justement avant, quoi, de terrain pour aller leur dire en fait c'est important qu'on ait vos données, que vous sachiez où vous en êtes dans votre rahoui et qu'on puisse restituer tout ça. Et du coup, à peu près une trentaine de pêcheurs, ce qui n'est pas du tout représentatif de tous les pêcheurs qu'il peut y avoir à Tautira, mais du coup c'était après du bouche à oreille et ils sont pratiquement tous revenus en 2023. Et après on a continué à faire ça avec Anouata qui vient de partir là, mais beaucoup d'entretiens. J'ai pas le nombre d'heures qui sont passées à ça, mais c'est évidemment beaucoup de temps et pour traiter tout ça et qu'on sous-estime, évidemment, parce que du coup, j'ai pas de chiffres à donner, mais hyper important au final pour pouvoir avoir des résultats aussi clairs ou de pouvoir discuter avec là comme il fallait. Enfin, c'était pas prévu ce qu'il a dit. Maintenant que je te connais, et en fait ça c'est hyper important, surtout pour les Polynésiens au final, ce rapport qu'on a entre nous, et c'est pour ça aussi que j'ai parlé des émotions.
Parce qu'au final, on a cette intelligence émotionnelle en tant qu'humain et que c'est important en fait de prendre ça aussi en compte et de pouvoir échanger de manière, comment dire, en comprenant les autres. Enfin, ça paraît un peu bisounours tout ça, mais c'est hyper important parce que sinon, on n'y arrive pas, on bloque parce que du coup, on a des a priori ou on n'essaie pas de passer au-dessus de tout ça, quoi. Voilà, je suis partie un peu en tangente, mais pardon. Juste une petite question. Du coup, bravo pour la présentation et quel jeu d'acteur incroyable. Tous les deux. J'ai une petite question sur le Rahui de Tautira. Du coup, suite à la deuxième ouverture, vous avez présenté les résultats aussi déjà. Et du coup, c'est quoi les décisions qui ont été prises pour la suite? C'est quoi, ils vont réouvrir encore en 2027? Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui vont être prises? Est-ce que c'était quoi finalement les conclusions et les recommandations pour la suite, quoi? Alors là, pour l'instant, c'est encore fermé jusqu'en 2027. Donc là, ça, c'est pratiquement sûr. Enfin, c'est écrit dans l'arrêté déjà. Et pareil, eux, ils sont en pleine réflexion de qu'est-ce qu'ils vont faire. Quand je dis ils, c'est le comité de gestion. Mais récemment, on a fait une restitution au Fénois-Ehéré avec les pêcheurs du Fénois-Ehéré. Et là, on leur a présenté un peu les résultats. Et il y avait un peu un mix de réflexion, quoi. D'un côté, ils étaient contents parce que du coup ils ont pu pêcher beaucoup, enfin ils étaient contents de voir qu'il y avait du poisson, mais aussi de la peur parce que du coup qu'est-ce qu'on fait là si on rouvre? Il y avait tellement de pêcheurs, il y avait des questions de sécurité aussi. 229 pêcheurs au Poupoui dans l'eau, enfin ils n'étaient pas tous en même temps, mais au moins une centaine de pêcheurs au Poupoui dans une zone aussi petite, ça pose des problèmes de sécurité. Du coup, il y a des réflexions sur, OK, est-ce qu'il ne faudrait pas limiter le nombre de pêcheurs quand on ouvre cette zone? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi donner un quota? Parce que du coup, 2 tonnes de poissons, c'est quand même énorme. Qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Donc, il y a des questions en cours. Pour l'instant, il n'y a pas de décision qui est prise ou quoi. Mais en tout cas, comme je disais, en fait, c'est ça qui est carrément intéressant. En fait, c'est le fait qu'il y ait une date de péremption. Ça engage en fait ces discussions-là. On est obligé de se poser cette question parce que si on ouvre, on a toujours ce souvenir de Mateya qui a ouvert. Et au final, merci à Mateya parce que sinon, on n'aurait jamais pu le dire, quoi. Que en fait, faites attention à vos ouvertures, essayez de les gérer. Donc, pour l'instant, pas encore de plan clair pour Tautira. Mais en tout cas, une fermeture jusqu'à 2027. Et une autre chose qui me vient en tête, c'est quand même un peu de fatigue de gérer, en fait, de la part des comités de gestion, de gérer ces Rahui. Ils se sentent un peu seuls face à il y a les pêcheurs qui continuent à aller pêcher dedans, ou face à toutes ces problématiques qu'ils peuvent avoir. Nous, on essaie de faire des suivis, mais on n'a pas forcément tout le temps à tous les Rahui. Donc, du coup, ils sont un peu perdus et un peu perte de motivation. Bon, là, vu qu'on en parle beaucoup de ces Rahui, peut-être que ça va raviver un petit peu la flamme, quoi, comme on dit. Mais du coup, à faire attention, quoi. On en parle beaucoup des Rahui, mais ça demande beaucoup d'investissement et c'est pas forcément toute la communauté qui a le temps ou qui a l'énergie à mettre dans la gestion de ces Rahui-là. Donc, c'est pas tout beau, tout rose, quoi, de gérer quand même la pêche et les Rahui. Mais ça avance, grâce à tout ce que tu fais aussi. Ouais, mais merci ça beaucoup. avance. Bravo aussi pour cette présentation qui était extraordinaire. Bravo à toi et ton papa, merci beaucoup. Et à tous ceux qui ont travaillé avec toi. Sur les Rahui, est-ce qu'en échangeant avec les pêcheurs, ils sont sensibles ou ils ont noté un effet réserve dans les zones en dehors des Rahui, mais à proximité? Est-ce que tu vois, je sais que sur d'autres aires marines protégées ailleurs dans le monde, c'est aussi un argument vis-à-vis des pêcheurs. Ces zones de Rahui jouent un peu un rôle de réensemencement des zones voisines et donc sont propices à la pêche à proximité, quoi. Effectivement, dans la théorie, c'est si on met en place une zone où on va protéger, du coup les poissons intérieurs ils vont grandir, ils vont se reproduire et puis ils vont pouvoir repeupler à côté. Et c'est pour ça qu'on veut laisser fermer certaines zones pour pouvoir justement avoir un stock qui va se renouveler de cette manière. Et j'ai envie de dire que les seuls témoignages que j'ai eus où ça se passe vraiment, ça va être à Rupo.
tout simplement, c'est fermé depuis des années, quoi. Et il y a certains pêcheurs qui vont dire, ah ben, on voit telle ou telle espèce qui revient un petit peu en dehors. Et encore, là, il y a quand même aussi du braconnage, hein, dans un peu tous les rahuis autour de Tahiti. Donc, du coup, il y a aussi du braconnage, il peut y avoir aussi du braconnage à Teahupo'o. Mais pour Tautira, pas vraiment. Pour ceux qu'on étudie, en tout cas, Tautira, Papara, pas vraiment, parce que déjà à l'intérieur, ils pensent que ça, c'est pas encore au top, qu'on va dire, le stock se repositionne pour pouvoir après avoir un effet de débordement. Mais sur les poissons. Par contre, sur les bénitiers, on peut bénitier du coup paroi, on le voit peut-être un peu. Sur Tautira, où on a beaucoup de recrutement en fait, de petits en dehors de la zone, mais vu qu'on n'a pas d'études de la dynamique des courants et tout ça, donc on n'est pas sûr en fait, que ça vienne effectivement du rahui qui est fermé à la pêche de bénitier depuis 2018. Quoi. Donc on n'est pas sûr de ça, mais peut-être. Voilà. Pas d'autres questions? Bien, Marguerite, merci beaucoup pour ta présentation, mais admirable. Et on voit bien le côté passionnant en fait de ta recherche. Merci pour cette belle mise en scène qui est vraiment qui correspond à la réalité certainement. Oui, une belle réalité aussi. Et donc merci de nous donner tout ce parcours en fait que tu as de terrain en fait sur ta recherche. Et ce que je voulais me demander, c'est quel est l'obstacle majeur ou principal du dialogue équilibré entre les scientifiques et ceux qui sont détenteurs de savoirs locaux? Moi, je dirais que c'est l'historique, en fait. Tout l'historique qu'on a en Polynésie française, qui fait que souvent les pêcheurs, mais pas que les pêcheurs, hein, il y a plein d'autres personnes qui détiennent tellement de savoir, qui ont peur en fait de partager, de un, parce que qu'est-ce qu'ils vont en faire de mon savoir, et de deux, ils ne sont pas reconnus dans tous les savoirs qu'ils ont. Et du coup, souvent les scientifiques, il faut le dire, on débarque avec nos gros sabots, là, on sait tout, on a tout appris dans nos livres, on a un diplôme, et au final, ça ne veut pas tout dire, quoi. Un diplôme, moi je connaissais pratiquement rien sur les poissons, à part la non scientifique, et encore, qu'est-ce qu'ils mangent, peut-être. Et quand tu as un pêcheur qui te dit, non, en fait, ils ne mangent pas du tout ça, mais ils mangent plutôt ça, en tout cas ici à Tahiti, parce que j'ai observé depuis, il faut... Je pense qu'on manque un peu tous d'humilité et d'oreille, quoi. Vraiment être là à l'écoute de tous ces savoirs plutôt que de venir. Ok, moi j'ai déjà, comme vous avez vu, on a tous nos pensées, on a tous notre vécu et tout qui fait que c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on pense. Mais du coup, quand on travaille avec d'autres personnes, il faut apprendre à, comme on dit, fareha, quoi, un peu d'humilité. Merci. Une question. Donc, bravo. Merci à tous. À notre ambassadrice de la à Fédération. mon acteur. Bravo aussi. A Heifara, Maururumete, Notene, Tanturu.